Voilà, merci beaucoup de vous avoir nombreux en train de suivre le rendez-vous de week-end. Donc avant d'aller dans le bruit, il faudrait mieux vous rendre vraiment compte de ce qui se passe à travers le pays. Et c'est pour ça que nous avons toujours pris rendez-vous avec vous, le téléspectateur de Semel 13 Télévision. Nous sommes revenus encore ce samedi pour vous faire les condensés de l'actualité et bien sûr avec des invités sur ces plateaux. Nous avons toujours dit que pendant tout au long de la semaine, il y a énormément de choses, énormément d'actualités. Mais Semel 13 vous donne quand même l'opportunité de vous faire une idée générale sur tout ce qu'il y a eu pendant la semaine. Voilà pourquoi sur ces plateaux, nous recevons pour vous des invités, des journalistes aguerris qui vont tour à tour examiner, parler des tensions, des éléments importants, de l'actualité qui a dominé la semaine, parce que nous sommes au service de la République et c'est un devoir. Nous avons une redevabilité de vous informer, de vous donner la lumière sur les faits qui concernent la République démocratique du Congo, notre pays. Nous avons à ma droite, je commence par Fiston Oleko, qui est journaliste de Géopolis. Il est avec nous sur ces plateaux. Je crois que c'est sa toute première fois de participer à l'émission Congo Presse à Semel 13 Télévision. Fiston, bonjour et bienvenue à Semel, surtout à ces rendez-vous d'actualité de chaque samedi. Merci, chers confrères et journalistes et Outudi. C'est toujours un plaisir de partager, surtout sur les questions nationales qui concernent le pays. Je suis ravi que ça soit Semel au travers votre émission, ces beaux cadres, que je viens ici pour parler de ça. Je suis très ravi, merci. Merci beaucoup, Fiston. Vous êtes à Semel. On va vous donner l'opportunité de vous exprimer librement, mais dans le respect de l'éthique, parce qu'on est journaliste. Je ne voudrais pas qu'on s'égare dans les considérations partisanes. Vous savez que Semel 13, c'est une chaîne de professionnalisme et nous l'avons toujours fait preuve. C'est comme ça que nous essayons d'évoluer en tenant compte de principes journalistiques. Nous avons Christian Nyamab. Bon, lui, il est à sa deuxième participation plutôt à Semel 13 Télévision. Christian, bienvenue à Semel. Merci Francis. Comment vous allez, Christian? Je me porte très bien, sans faute. Toutes choses se portent aussi bien de mon côté. Et je crois que c'est vraiment un grand plaisir qu'on se retrouve encore un samedi discuter autour des questions qui ont vraiment touché l'actualité sur le plan national pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. Quand nous parlons du pays, on n'a pas de tendance, on n'a qu'une passion pour la RDC. Et je crois qu'ensemble, avec toutes les intelligences qui sont sur ce plateau, on va devoir ressortir quelque chose de très important ce soir. On va ressortir quelque chose de très important ce soir. Je rappelle que Christian est journaliste et patron du média d'information en ligne Grand Titre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la semaine a été tellement mouvementée. Vous avez suivi avec nous la grande problématique de la MONUSCO, tout ce qui a suivi, événement malheureux à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord Kivu, à Butembo, à Goma. Il y a un bilan très lourd, la population très révoltée contre la mission onusienne, et on juge cette mission d'une efficace sur le terrain. Mais est-ce qu'il faudrait, de quelle façon, ce qu'on va commencer, on va analyser ce soir, c'est de savoir de quelle façon on peut revendiquer ce droit. Est-ce que la MONUSCO, c'est opportun pour la MONUSCO de quitter le territoire congolais? Est-ce que c'est de cette façon, avec des violences? Il faut dire que nous devons continuer à condamner les violences. On ne peut pas encourager les violences. Comme les autorités l'ont déjà demandé plusieurs fois, ils ont rappelé au calme. Je crois que c'est très important. Nous allons revenir avec les invités qui sont sur ce plateau sur cette question, parce que ça fait l'actualité de toute la semaine. Surtout qu'il y a eu de pertes en vies humaines. Je crois que c'est très important qu'on revienne avec des analyses un peu profondes sur ce qu'il y a eu. C'est quoi la mission
attribué à la MONUSCO? Est-ce que la MONUSCO doit quitter la République démocratique du Congo? Est-ce que la MONUSCO a la seule responsabilité de garantir la sécurité de la population? Que la part des responsabilités du gouvernement congolais dans cette situation d'insécurité à l'Est, faudrait-il faire porter seul à la MONUSCO la charge ou la responsabilité de sécuriser la population congolaise? Alors sur cette question, on va commencer par Fiston Oleko, avec qui on va essayer de voir. Christian, Fiston plutôt, est-ce que à ce moment ici, est-il important que la MONUSCO quitte les sols congolais? Vous avez suivi avec moi les responsables de la MONUSCO qui ont indiqué que le processus de retrait a déjà été amorcé. Mais de quelle façon on peut faire passer le message? Est-ce que en détruisant ce qu'on a construit? Est-ce que en tuant les uns et les autres? Mais finalement, cette mission onusienne qui a d'ailleurs perdu 3 de son personnel et plus de 20 heures du côté des manifestants, c'est-à-dire du côté de la population qui a manifesté contre la MONUSCO. Il y a eu plus de 20 morts qu'on déplore à ce moment ici. Est-ce que c'est de cette façon, dont la violence, qu'il faut faire partir la mission onusienne du Congo? Christian, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, c'est Fiston. C'est Fiston plutôt. Fiston, vous avez la parole. Là, à côté. Christian qui voulait tout court que je parle de lui. Oui, vous avez merci. La parole, Christian. Laissez-moi parler avec Fiston. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis tenté de vous appeler Christian. Merci beaucoup, Francis, pour la question. Moi, je crois que la question a été vraiment très alléchante, parce que ça a vraiment retenu toute la semaine les attentions, mais aussi les émotions. Surtout quand on parle de vies humaines. Vous avez évoqué ici qu'il y a eu 20 morts. C'est très touchant de considérer que nos compatriotes, mais aussi les vies humaines, sont fauchées dans des circonstances un peu, je ne peux pas l'appeler banales, mais dans des circonstances où on pourrait bien évidemment l'éviter. Donc, cela étant dit, la MONUSCO est en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons vers 23 ans. C'est depuis 1999, les Belges parlent de 1999, que la mission onusienne, la mission de paix de l'ONU, est en République démocratique du Congo. Ça a commencé avec Mouzé, et Mouzé l'a laissé avec Joseph Kabila. Joseph Kabila a laissé la mission. Aujourd'hui, nous sommes avec Félix Tshisekedi. Mais s'il faut répondre à la question... À l'époque, c'était encore MONUC. Ouais. Avant que ça ne change pour devenir MONUSCO. Avant, c'était la mission d'observation. Aujourd'hui, on parle des missions de stabilisation. Donc, et chaque année, le Conseil de sécurité, parce que c'est lui qui a institué cet organe ici au Congo, renouvelle le mandat. Si vous allez au mandat, le tout dernier qu'on avait accordé à la MONUSCO pour œuvrer ici au Congo, c'était le 20 décembre 2021, on avait aussi mis un accent particulier sur le fait que la MONUSCO a aussi la responsabilité, en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi de la police, de sécuriser les populations civiles. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se regarder à la face et dire si réellement les populations civiles sont sécurisées par la MONUSCO, même en appui? Bon, je ne sais pas si... C'est chaque jour qu'on tue à l'Est. C'est à la population de faire sa religion, mais le bilan est quand même mitigé. L'ancien régime l'avait dit. Aujourd'hui encore, si vous voyez bien, le régime en place le dit, bien qu'il ne dit pas avec des mots clairs, parce qu'ils sont en fonction avec des déclarations diplomatiques, mais le bilan est vraiment, vraiment mitigé. Il faut parler de départ. Non, moi je parlerai plutôt d'une négociation, une nouvelle négociation. Normalement, on doit revoir le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. On ne peut pas continuer à être là avec une mission qui est budgétivore, mais en réalité, ce pourquoi il est là ne se réalise pas. Donc, à un moment donné, nous devons nous asseoir face à face. Ce n'est pas avec les représentants du secrétaire général des Nations Unies qu'on va discuter de ces choses,
mais ça sera avec le Conseil de sécurité. Parce que c'est lui qui a la charge de renouveler le mandat de la MONUSCO. Justement, parce que c'est lui le partenaire direct de la République démocratique du Congo. Donc, il faut vraiment qu'on renégocie le mandat de la MONUSCO ici, parce que vous avez aussi parlé du retrait échelonné des forces armées qui sont en cours. Il y a aussi ces problèmes de la communication. On ne sait pas ce qui s'est fait. On ne sait pas, nous sommes à quel point avec ces retraits, mais la violence, on peut toujours les condamner. Et ce n'est pas de la manière, de cette manière-là qu'on peut demander le départ de la MONUSCO. Mais j'insiste sur le fait qu'on doit vraiment renégocier le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo, parce que ça ne va pas. Vous appuyez que la MONUSCO, vous ne demandez pas plutôt le retrait définitif de la force onusienne, mais plutôt vous regardez plus qu'on puisse renégocier le mandat. C'est-à-dire que du côté gouvernement, il faut qu'on le rappelle, on parle que la MONUSCO doit intensifier sa position, sa présence plutôt dans les zones en conflit, parce que on remarque que de plus en plus la MONUSCO n'a pas assez de moyens pour sécuriser la population. Je reviens avec Christian. Christian, on peut aussi on peut beaucoup parler de l'inefficacité de la MONUSCO sur terrain, mais est-ce que le gouvernement congolais, quelle est sa responsabilité? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la MONUSCO ne peut pas remplacer l'État congolais dans son devoir de protéger la population. Est-ce que vous ne voyez pas que autant on veut que la MONUSCO puisse dégager les sols congolais, on devrait plutôt insister sur le fait que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités en main? Merci beaucoup, Francis, pour cette question. Je crois que dire qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités en main, ça c'est une réalité. Le gouvernement, son rôle c'est protéger la population avec ses biens, notre armée, notre police, voilà bien entendu leur rôle. Alors dire que il faut totalement qu'on puisse rejeter la faute au gouvernement, non, parce que pourquoi la MONUSCO est ici au Congo jusqu'à ce jour? Vous savez que cette histoire, comme Fiston venait de l'évoquer, ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis 1999 avec Mouzé à travers les accords de Lusaka et consorts, et après cela il y a eu des rebelles qui ont envahi encore les pays, et Mouzé a cherché le secours des pays voisins pour qu'on puisse mettre fin à ces rebelles, mais malheureusement ça n'a pas tenu. Il vous souviendra du temps de RCD, ainsi de suite, mais il a fallu que Mouzé Laurent Désiré Kabila, le gouvernement congolais de l'époque, puisse écrire au Conseil de sécurité afin qu'on puisse nous amener les troupes de la MONUC à l'époque. Voilà, parce que c'était la mission d'observation du Congo au Congo, et ils ont fait leur travail. Il faut aussi se rappeler que au-delà de ce qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui comme mauvais souvenir, la MONUSCO à l'époque a joué aussi un bon rôle, parce que les pays, la partie orientale de la RDC était presque perdue avec des rebelles à Kisangani, au nord, au sud Kivu. C'était un peu compliqué. Et maintenant, à cette époque, on a réussi quand même à reconquérir les territoires nationaux dans son ensemble, à stabiliser les coins qui avaient beaucoup de soucis. Mais juste après ce moment-là, qu'est-ce que la MONUSCO jouait comme rôle? C'est là que se pose comme problème. Et bizarrement, le gouvernement congolais, selon aussi les résolutions du Conseil de sécurité, ce n'est pas au gouvernement de s'élever aujourd'hui dire que MONUSCO partait et vont partir. Non, bien qu'ils ont pris déjà, la démarche pour que la MONUSCO puisse quitter les pays à travers le plan qui doit partir jusqu'en 2024, si je ne me trompe pas. Mais ça doit partir du Conseil de sécurité qui a envoyé ses troupes ici pour savoir comment maintenant récupérer les troupes onusiennes et retourner là où on va les envoyer pour d'autres missions. Mais malgré la pression qui a été mise sur le terrain par la population congolaise, on a vu au courant de la semaine de nombreux soldats de la MONUSCO qui sont arrivés encore à travers avec... il y a encore un lot qui est arrivé. Un lot important. Pendant qu'on compte le retrait, en train de courir sur l'aéroport de Goma comme s'ils allaient maintenant sur le champ de bataille. Vous voyez, et on se demande, est-ce qu'ils ont quel intérêt particulier à vouloir rester vraiment au Congo? Et du coup, on est en train de condamner la population, c'est vrai. Nous ne sommes pas ici pour faire la propagande de la violence, surtout. C'est ce qu'il faut condamner plus. Parce que la MONUSCO, où l'ONU a été créée pour la paix après la Deuxième Guerre mondiale. Alors,
C'est ce que nous voulons, c'est que cette paix-là puisse régner à travers la MONUSCO et la population et l'ensemble de tous les peuples congolais. Mais seulement, et vous vous souviendrez qu'en 1960, lors de l'indépendance de la RDC, d'abord, c'était un vent qui a soufflé sur tous les continents. Beaucoup de pays, vous regardez les Congo-Brazza, tous les autres pays, les Gabon, ainsi de suite, c'était une période des indépendances. Alors, c'est ce que je suppose pour la population de l'Est de la RDC, ce qui est arrivé. Je crois que c'était un instinct. Rien à voir avec ce qu'on veut maintenant donner la couleur politique, dire que parce qu'un acteur politique serait des passages là-bas, voilà pourquoi la population réagit. Non, si la population s'est plaint auprès d'une personnalité politique, il n'y a qu'à écouter. Et si la population manifeste ses désidératas sur le terrain, vous voulez que cette autorité en qui le peuple congolais croit quand même, mais quand même confiance, puisse dire que non, non, ce que vous dites, il faut automatiquement, non, il faut canaliser son plan de communication aussi. Et je crois que en rapport avec cela, la MONUSCO a montré à la face du monde qu'elle a failli à sa mission. Et c'est par là que j'ai un peu d'inquiétude quand je pense à la réaction du docteur Mukwege. On a tué les Congolais à bout portant par les soldats de la MONUSCO. Il y a les éléments de la MONUSCO qui ont perdu leur vie. Il y a eu pillage, on a saccagé les sièges de la MONUSCO. Mais lorsque le docteur Mukwege prend sa parole pour réagir, il condamne. Donc, il soutient d'abord la MONUSCO avec ces éléments, ces militaires. Il est contre les attaques, mais il n'a dit aucun mot. Mais c'est pas seulement Denis Mukwege, il y a aussi le secrétaire spécial des Nations Unies qui a, lui d'ailleurs, il est allé au-delà. Il est arrivé jusqu'à dire que les attaques contre les installations de la MONUSCO peuvent constituer un crime de guerre. Mais il n'a fait mention, il n'a nulle part où il a fait mention de nos morts. Lorsqu'on tire sur les Congolais, là on ne dit rien. Donc, suite à ces événements, c'est quand même révoltant, ça fait très mal parce que les gens jusqu'aujourd'hui continuent à penser que un Congolais ne vaut rien, la vie d'un Congolais ne vaut rien, vaut mieux qu'on tue 10 000 Congolais. Mais quand il s'agit d'un mort du côté de la MONUSCO, là on ferme la bouche. Je n'encourage pas les attaques, je n'encourage pas les tueries. Je suis d'ailleurs sidéré de ce qui est arrivé. Je dirais plutôt que je ne suis pas content qu'on ait tiré sur la MONUSCO parce que son rôle c'est de ne pas attaquer. La MONUSCO n'attaque pas. La MONUSCO observe, voilà, pour observer la question, et défendre. Justement, on a posé la question aux responsables de la MONUSCO de savoir qui y a tiré sur les manifestants. Et quelle avait été sa réponse? Non, il a dit, à l'heure actuelle, en tout cas, il faut dire que la MONUSCO n'a pas tiré sur les manifestants. C'est ça l'hypocrisie et la malhonnêteté. On va dire maintenant que les Congolais ont tiré sur les Congolais pendant qu'ils manifestaient pour souhaiter le départ de la MONUSCO. Ça paraît un peu flou là. Donc, contradictoire. C'est vraiment contradictoire. Donc, on se demande jusqu'à ce jour quel avait été l'objet ou quel est l'objet caché de la mission onusienne au Congo jusqu'à ce jour, parce que on continue à tuer les Congolais dans l'est de la RDC. Les rebelles sont là, même si le gouvernement fournit encore les efforts pour qu'on puisse éradiquer totalement ces rebelles. Mais la MONUSCO est là pour quel objectif jusqu'à ce jour? Merci beaucoup, Christian. François Lokol, vous êtes aussi journaliste à CML 13 Télévision. Vous avez suivi l'actualité de la semaine. C'est pour ce qui est de ces manifestations qui ont eu au Nord Kivu, où on déplore plus de 20 morts. Comment vous avez suivi la situation? Est-ce que vous êtes aussi d'avis que la MONUSCO puisse quitter les sols congolais? De quelle façon? Aussi, lorsqu'il s'agit de morts congolais, j'ai l'impression comme si on banalise, et si c'est quelqu'un d'autre qui trouve la mort, apparemment c'est très grave que le mort congolais. Comment vous entrevoyez cette situation, François? Oui, merci beaucoup. Je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment-ci. Je condamne d'abord les manifestations qui ont conduit en perte de vies humaines à l'Est. On ne peut pas appuyer la mort des gens. Je suis en train d'observer qu'il y a un vent qui est en train de souffler en Afrique.
notamment l'Afrique subsaharienne. Vous savez que même au Mali, il y a la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, qui est aussi en train d'être contestée, non seulement par la population malienne. Donc c'est pas seulement au Congo où on demande le retrait des Nations Unies. Oui, non seulement par la population malienne, mais aussi par les autorités maliennes, qui sont en train de demander les départs des MINUSMA. Je dois d'abord commencer par dire que quelle est la mission principale de la MONUSCO dans notre pays. Lorsque on a demandé à la MONUSCO de venir au Congo, la mission principale c'était de protéger la population civile dans des zones en conflit. Ça c'était la mission principale, pour que lorsqu'il y a un conflit entre les militaires, que cette population puisse avoir, qu'on ne puisse pas tirer sur la population civile. Et il y avait un moment où, à l'époque de Joseph Kabila, la mission de la MONUSCO avait changé. Rappelez-vous que nous avions connu la guerre du M23 à l'époque en 2011, 2012, 2013. Et suite à une mission spéciale qui a été donnée à la MONUSCO avait intervenu comme étant avait intervenu militairement pour appuyer le FARDC à l'époque face aux rebelles du M23. Donc la problématique actuelle, il y a un problème d'information que la population, la population lambda n'a pas. Qu'est-ce que nous devons véhiculer comme information? Parce que au stade actuel, nous pensons que la MONUSCO doit faire la guerre. C'est ce que la population de Goma, la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, parce qu'on reproche à la MONUSCO de ne pas intervenir, d'être comme observateur, alors qu'elle est partie prenante dans la stabilisation de l'Est. Oui, la stabilisation dont elle est partie prenante ici, c'est lorsqu'il y a des atrocités dans une communauté donnée, elle vient pour stabiliser, non seulement stabiliser, mais protéger la population civile pour qu'elle ne soit pas tuée. Mais on a constaté que depuis que la MONUSCO est là, on tue la population civile et qu'elle n'arrive pas à intervenir. Voilà pourquoi nous disons que cette façon de revendiquer, oui c'est vrai, nous devons chercher le départ de la MONUSCO. C'était même à l'époque de Joseph Kabila, lui, je me rappelle de sa dernière conférence de presse, il a dit que nous avions toujours demandé à nos partenaires de la MONUSCO de nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qu'ils ont fait comme étant bilan. Vous voyez, donc pour moi, ce qui se passe à l'Est, non seulement nous condamnons et je partage la douleur avec ceux qui ont perdu le leur, mais nous disons que le gouvernement a une part, la première personne ou bien la première instance qui doit assurer la sécurité des Congolais, c'est le gouvernement. François, je vous réfère encore avec cette observation. Aujourd'hui, on demande le retrait de la force onusienne. Ça, je prends ça en termes de sanction face à la MONUSCO. Mais du côté, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui demander au gouvernement congolais qui a la première mission de protéger sa population, parce que la MONUSCO peut être une force qui vient intervenir, qui vient aider, une force d'appui, mais la responsabilité, l'entièreté de cette responsabilité de protection de la population qui revient au gouvernement congolais. Quelle est la position que vous pouvez prendre maintenant contre ce gouvernement, parce que c'est à lui qui revient la responsabilité de protéger la population? Oui, je voudrais revenir ici en disant que si on parle de la puissance d'un État, ce n'est pas seulement sur le plan de la superficie. Parce que j'entends les gens parler, le Rwanda, est-ce que ce petit pays peut nous attaquer? Non.
La puissance d'un État, c'est au niveau de l'organisation, de la manière la mieux hiérarchisée. Nous, aujourd'hui, est-ce que notre armée est-elle capable d'assurer la sécurité des Congolais de manière générale après le départ de la MONUSCO? Moi, je vous dis que même dans mon territoire où il n'y avait pas assez de conflits, il y avait la MONUSCO. Je parle de mon entité, l'Odja, où j'ai vécu. Mais là-bas, c'est vrai qu'il y a des conflits un peu, mais à la hauteur de ce que la MONUSCO devrait intervenir, il y avait aussi la MONUSCO à l'Odja. Mais je dis ici que est-ce que au stade actuel, avons-nous une armée capable d'assurer la sécurité des Congolais après le départ de la MONUSCO? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Je vous reviens. Je prends Christian. Oui. Christian, j'ai l'impression aujourd'hui, les Congolais ont l'impression aujourd'hui, comme si lorsque vous êtes un parent, vous êtes un responsable, vous êtes chef de la famille, et que quelqu'un tape sur ton enfant, au lieu de condamner, au lieu de faire face à celui qui a tapé sur ton fils, tu voudrais incriminer plutôt le voisin qui est là et qui vous a promis le soutien, et vous voulez donner toute la responsabilité à ses voisins pour n'avoir pas intervenu dans ces problèmes. Est-ce que aujourd'hui il faut qu'on puisse dédouaner? Apparemment on dédouane totalement le gouvernement congolais de ses responsabilités de protection de la population, et on ne fixe le regard que sur la MONUSCO, et qui est une force qui a une mission. Malgré cette mission-là, on constate que n'est pas à la hauteur. Mais est-ce que la part des responsabilités du gouvernement congolais, est-ce que le gouvernement doit rester à l'écart de ces problèmes? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour pallier à ces problèmes-là? Merci pour la question. Aujourd'hui, vous êtes tout le monde qui parle de la MONUSCO. La MONUSCO ne fait rien. La MONUSCO doit partir. Mais votre gouvernement, votre État, quelle est sa part de responsabilité? Qu'est-ce qu'il fait pour protéger la population? Merci beaucoup. Il faut qu'on se pose des questions. Merci aussi, beaucoup. D'abord, je dois saluer la capacité, le mérite de nos vaillants FARDC. Nous avons une armée forte, et très forte même, et pour laquelle je me suis toujours dit nous devons tous agir d'un commun accord pour soutenir notre armée. C'est-à-dire que les enfants des soldats, les femmes des soldats, il faut les encourager partout. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit souvent pendant les émissions, mes interventions, à chaque fois que j'aurai l'occasion de me rencontrer avec un blessé de guerre, un enfant d'un soldat qui est en situation difficile, même s'il me reste 500 francs, je dois lui donner. Parce que ces gens se sont sacrifiés, ils ont juré de travailler sous les drapeaux pour protéger nos frontières. Nous avons une armée forte, et aujourd'hui, lorsque vous pensez que le gouvernement ne fait rien ou l'armée ne fait rien, c'est faux. C'est un problème de complicité dans certains chefs de l'armée, mais aussi le gouvernement a manifesté sa bonne foi, et voilà pourquoi il existe l'état de siège aujourd'hui. C'est parce qu'on a trouvé que, bien que la MONUSCO existe dans ces zones de conflit-là, ces zones où se trouvent les rebelles, on ne sent pas des avancées significatives. Raison pour laquelle... Et on a senti les avancées avec l'état de siège? Bien entendu. Allez-y. C'est parce qu'il y a état de siège qu'aujourd'hui, la population a compris que réellement la MONUSCO travaille en complicité parfois avec les rebelles. Et apparemment, il y a eu plus de morts pendant l'état de siège? Non, vous allez dire qu'il y a eu plus de morts pendant l'état de siège qu'avant, mais faites les bilans. Avant l'état de siège, il y a eu combien de morts, et pendant l'état de siège, il y en a combien? Le problème reste au niveau de la communication, parce que la guerre est devenue aujourd'hui médiatique. Même les rebelles, regardez, souvent ça me fait rire lorsque je suis devant la télévision, ou soit à travers les réseaux sociaux. Je vois le porte-parole de M23, trop mince là, il vient faire le bruit pour prétendre que
il serait en train de proposer ou d'imposer au gouvernement congolais de lui donner certaines garanties afin qu'on puisse négocier avec eux. Ça s'appelle la guerre médiatique. Les M23 ne seront jamais capables de faire face à l'armée congolaise. Seulement, c'est cette hypocrisie qu'on a constatée au sein aussi de la MONUSCO. Raison pour laquelle on doit se dire ouvertement que notre population a été très brave pour tenir la tête face à cette MONUSCO et nous devons encourager cela. Nous n'encourageons pas les violences, nous l'avons dit ici, mais nous encourageons cet esprit de l'autoprise en charge que Mouzé avait dit, que Etienne Tshisekedi à son tour avait aussi dit. Et nous avons constaté qu'en réalité, nous avons une armée forte, bien que Kabila nous ait laissé cette armée avec beaucoup d'infiltration, beaucoup d'infiltrés, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de voir que on est capable de réagir, on est capable de repousser l'ennemi, et la MONUSCO n'a qu'à partir, et lorsqu'elle partira et qu'on trouvera que voilà, nous seuls, on ne sait pas se prendre en charge, on saura prendre d'autres mécanismes pour qu'on sache comment repousser davantage les rebelles qui d'ailleurs, je vous rappelle que je suis tombé sur une liste de 300 groupes armés, et un groupe armé m'a fait rire, un groupe armé qui s'appelle Maïmaï Barcelone. Ça m'a énormément fait rire dans la série. Donc vous allez comprendre que il y a des gens qui travaillent comme ça, et même nos frères qui sont dans l'Est, ils vous diront que parfois ces gens-là collaborent avec la MONUSCO. Merci beaucoup Christian. Fiston, la MONUSCO ne va pas quand même se substituer à l'État congolais, non? On va pas tout donner à la MONUSCO. On ne va pas seulement charger la MONUSCO. La MONUSCO n'est pas une substitution de l'autorité de l'État. Hein? Non. Vous savez, ici, il n'est pas question que la MONUSCO se substitue, comme vous dites, à l'État congolais, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Il n'y a pas longtemps, jusqu'au moment où nous parlons, par exemple, la cité de Bunagana est toujours entre les mains du M23. Ouais, ça c'est une évidence. Personne ne peut le nier. Mais ce qui a mis un peu le poudre dans le feu, c'est que, au-delà du fait que et l'armée congolaise et la MONUSCO ne sont pas capables, de manière un peu silencieuse, de défendre les territoires ou de défendre l'intégrité territoire de la République démocratique du Congo, ça, c'est visible. Mais on a vu la MONUSCO prendre les devants. D'abord, Mme Bintou Keïta, qui parle au niveau du Conseil de sécurité que non seulement la MONUSCO n'est pas capable de défendre ou de protéger les civils face au M23, qui est super puissant, je ne sais pas de quelle manière aujourd'hui. La MONUSCO qui s'affirme même n'avoir pas un armement à comparer avec les rebelles. Mais c'est pour ça que le gouvernement a demandé qu'on donne plus de moyens à la MONUSCO. Écoutez, à part ça, la MONUSCO traverse même pour dire que même les FARDC ne sont pas capables de pouvoir faire face au M23. Donc c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec, non seulement pour la MONUSCO, mais c'est la MONUSCO qui parle même au nom de l'armée congolaise. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Mais ce n'est pas une façon d'attirer l'attention de la communauté internationale. S'il pouvait attirer l'attention de son maître qui est le Conseil de sécurité, elle ne pouvait que parler au nom de la MONUSCO, mais on a traversé jusqu'au FARDC. Alors en ce moment-là, il y a les militaires congolais qui sont au front. Vous savez ce que ça fait psychologiquement. Mais on vous dit que ces gens-là, ils ne sont pas en mesure de faire face aux rebelles, et voilà. Non, mais on ne peut pas dire ça. Nous sommes un État. Vous voyez? Mais pourquoi vous vous gênez quand on vous dit que vous n'êtes pas fort? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Vous n'êtes pas en mesure de faire face. La guerre, bien que c'est aussi diplomatique, médiatique et tout, mais c'est aussi psychologique. Ça vous a choqué en tant que... Non, mais oui, normalement, ça ne peut que choquer. Psychologiquement, ça touche même les militaires, ça touche même la population. Voilà pourquoi il y a cette psychose. La population du Nord Kivu, du Sud Kivu, des Luturi sont touchés par leur chair. Nous parlons ici, c'est parce que nous sommes loin. Mais il faut vivre comment est-ce que les gens sont en train de vivre ces atrocités. C'est inhumain. Au-delà de ça, vous venez avec des déclarations qui un peu dérangent un peu les sensibilités. Donc, comme je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, il y a eu un problème de communication. On ne peut pas dédouaner l'armée congolaise parce que c'est à lui, c'est à l'État congolais de pouvoir assumer ses responsabilités, parce que l'État, c'est d'abord un État gendarme, quand vous lisez même les théories de l'État, mais aujourd'hui, c'est un fait, c'est un contexte, c'est une évolution des choses qui a fait en sorte que la population se tourne contre la MONUSCO. C'est justement, comme je l'ai dit, par rapport aux déclarations
Merci beaucoup, Fiston. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'enterrir lentement. Vous sentez que les Congolais sont touchés. Et c'est un problème de l'État. Nous sommes Congolais et que nous n'avons que ces Congos comme pays. L'unique. Nous ne l'avons pas choisi, mais nous le sommes. Il y a encore une question. Je crois qu'on va prendre le deuxième sujet de ces débats. C'est cette question qui a fait de bruit. Je crois que c'est la deuxième semaine que cela agite le paysage politique de la République démocratique du Congo. C'est le dossier Kabound. Il a été convoqué à la Cour de cassation. Il a été auditionné pendant près de 5 heures du temps. Ce qui s'est dit là-bas, nous nous abstenons, même si on a des sources, peut-être des indiscrétions sur ce qui a été dit pendant ces 5 heures du temps avec Jean-Marc Kabound, entre Jean-Marc Kabound et le PGR. Mais cela ne peut pas nous empêcher de faire quand même des analyses. Kabound qui quitte l'UDPS, qui quitte l'Assemblée nationale, il crée son parti, il passe à des déclarations graves contre le chef de l'État et pour le régime. Kabound convoqué. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toute personne qui n'est pas en harmonie avec le régime de Félix Tshisekedi est automatiquement dans le viseur de la justice? Est-ce qu'aujourd'hui Tshisekedi utilise tous les moyens possibles, comme à l'époque de d'autres présidents que l'on a qualifiés de dictateurs? Est-ce que Tshisekedi, d'ailleurs Olengako, il a dit qu'il était en train de regretter ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est réduire l'opinion politique, c'est réduire les opposants face au régime. Je vais commencer cette question avec vous, François. Kabound qui est convoqué parce qu'il n'est pas en harmonie, au-delà de toutes les déclarations gravissimes ici qu'on peut présenter comme ça. Est-ce que Kabound devient aujourd'hui une épine dorsale sur les pieds de Félix Tshisekedi et que à tout prix il faut l'envoyer à prison? Merci beaucoup, Francis. Excusez-moi, je vais revenir un peu sur le premier dossier. Très rapidement, parce qu'on n'aura pas tout le temps de parler de la MONUSCO. Je voudrais rappeler à notre ami lorsqu'il a dit que... C'est Christian Nyamabou. Oui, monsieur Christian, lorsqu'il dit que Joseph Kabila nous a laissé une armée infiltrée, ça veut dire que c'est suite à cela, peut-être qu'il y aurait insécurité. Non, c'est cette même armée qui a défait aujourd'hui, qui a défait à l'époque le M23, qui aujourd'hui s'est ressurgi. Mais l'armée n'a jamais fini le M23. Non, mais à 2000, nous avons connu le M23 à 2013. Il y a eu signature d'un protocole d'accord le 23 mai. C'est par là que le M23. Regarde, rappelez-vous que le M23 a pris Goma, la ville, la capitale du Nord Kivu. Et la guerre était sur tout le front. Est-ce que je dois vous rappeler le front le plus important qui a même fait reculer le M23, c'était le front militaire. Est-ce que je dois vous rappeler qu'à chaque moment qu'il y avait des attaques et des négociations, on procédait par le brassage et le mixage, et ces gens-là rentraient dans l'armée congolaise. Et pour quel objectif? C'était pour fragiliser l'armée. Il y en a qui n'ont jamais fait même la formation militaire. Il faut que Christian retienne que Joseph Kabila, au-delà de tous les accords possibles qu'il a signés, nous n'allons pas revenir sur ces accords-là, mais il a réussi quand même à mettre fait au phénomène non, mais c'est ça. Non, écoutez. Il n'y a pas. Qu'on l'aime ou pas, il faut qu'on note ça. Il faut que le Congolais, lorsque nous avons élu Félix Antoine Tshisekedi comme État président de la République, c'est ne plus comparer la gestion de Joseph Kabila. On va toujours comparer. Non, sinon, même si celle-là était chaotique, on finira toujours par comparer. Parce que tout ce que vous dites, quand vous parlez de la MONUSCO aujourd'hui, quand vous parlez de M23, la parole, quand vous parlez de M23, vous faites encore allusion à Joseph Kabila. Non, monsieur Christian, nous disons que si
Félix est arrivé au pouvoir, c'est pour corriger les erreurs de Joseph Kabila. À chaque fois quand les gens viennent dans le plateau pour dire non, à l'époque de Joseph Kabila, c'était comme ça, c'est... Non, nous avons élu Félix. Nous disons il doit y avoir un changement. Si nous avons élu Félix comme étant président, c'est pour qu'il change les choses. Mais aujourd'hui, bon, je ne viens pas ici donner les bilans de Félix. Les bilans, c'est à la fin de son mandat. Je reviens à la question qui m'a été posée tout à l'heure, à ce qui concerne Kabound. Je pense que Kabound a été le bras droit de Félix. Du régime. Kabound a lâché le régime. Le mettre en justice, je vais conseiller aujourd'hui, parce que j'ai analysé plusieurs fois. Moi, je suis chercheur en communication politique. Je me suis posé la question, quelle est l'opportunité pour Kabound à tenir un tel discours à ce moment-ci? Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi Kabound est allé jusqu'à ce niveau, jusqu'à dire des choses que lui ne pouvait pas dire à la place publique? Ça, c'est la deuxième question. C'est vous qui dites qu'il ne pouvait pas le dire. Moi, je dis pourquoi il est allé jusqu'à l'idée. Donc, moi, je dis ceci. Si la justice congolaise va poursuivre Kabound pour dire que il a outragé contre le chef de l'État, oui. Moi, je reviens ici à la Constitution, au constituant, qui a pris l'institution président de la République et l'a mis sous forme d'une personne. Moi, j'aurais voulu, si j'étais à l'Assemblée constituante, qu'on enlève institution président, qu'on puisse dire la présidence. Parce que Kabound, s'il critique la présidence, je pense qu'il aurait bénéficié de la liberté d'expression. Mais comme on parle du président, la personne qui incarne toute une institution, voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque vous vous attaquez au bilan du président de la République, on pense que vous vous attaquez à la personne de Félix. Je vais vous donner un élément. Voilà. Kabound dit, aujourd'hui, Félix Tshisekedi était danger au sommet de l'État. Bon, oui, lorsque on parle de Félix, en tant que la personne Félix, et lorsqu'il se sent outragé, la personne Félix a droit à saisir la justice. Mais si jamais Kabound a utilisé la métonymie pour prendre le contenant pour le contenu, le contenant ici, c'est Félix qui représente l'institution président de la République. Selon notre constitution, mais moi j'aurais voulu que la constitution donne l'institution comme étant la présidence. Parce que ici, nous avons plusieurs incongrues dans notre constitution, parce que si vous parlez aujourd'hui de l'Assemblée nationale ou bien de l'institution Parlement, on ne va pas voir la personne d'Mbosso ni Bahati. Vous parlez du Parlement lorsque vous critiquez le Parlement. Mais lorsque vous critiquez la présidence ou le président de la République, tout le monde voit comme si vous critiquez la personne de Félix. C'est ce qui est un peu flou dans notre constitution. Donc, je reviens pour dire que, vu le rôle... François, vous avez développé assez de théories jusqu'à nous amener dans certaines confusions. Et pourtant, la question ici était celle plutôt de savoir est-ce qu'il y a opportunité de poursuite. Ça, c'est d'abord de 1. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi utiliserait la même méthode que ce prédécesseur, dont la logique de mettre à prison toute personne qui a une opinion contraire? Voilà, c'est autour de cette question que... Étant donné qu'on est encore au stade préliminaire de la procédure, on ne sait pas, est-ce que Kabound sera-t-il en prison ou il sera relâché? Mais si je peux revenir à dire, pour dire que est-ce qu'il est en train d'utiliser les mêmes méthodes que ses prédécesseurs, mais la question est oui. Tu sais qu'aujourd'hui est considéré comme un dictateur. Je ne dis pas cela. Non mais,
Je ne dis pas cela, mais je Quand on vois réprime, que les opposants, tout celui qui donne un avis contraire à ce que le membre de l'UDPS pense, il est considéré comme étant quelqu'un qui doit aller en prison. Donc, merci beaucoup François. Tu sais que d'aujourd'hui, bon, d'après François, il n'a pas voulu le dire de manière assez claire. Vous comprenez qu'il est dans la logique de penser que tout celui qui a un deuxième son de cloche contraire au régime est directement figé comme celui qui devrait aller à prison. Vous avez dit, aujourd'hui on peut dire que Kabound, parce qu'il y avait une lettre du PGR près la Cour de cassation adressée au président, au bureau de l'Assemblée nationale. Il faut préciser ici que le bureau a donné l'autorisation de poursuite et non la levée des immunités de Jean-Marc Kabound comme député national. Quand on donne l'autorisation de poursuite, on a levé les immunités. Non, c'est une confusion qu'il faut éclairer. Il y a l'autorisation de poursuite. Si aujourd'hui le PGR voudrait, je parle sous contrôle de juristes, parce que de temps en temps on est journaliste, on devrait sérieusement se former sur des questions assez importantes comme ça. Si aujourd'hui, au-delà, après audition et tout ce qu'il peut y avoir autour de cette question entre le PGR et Jean-Marc, si Jean-Marc doit aller à prison, le PGR devrait s'adresser à l'Assemblée nationale pour lever des immunités. Et donc, il y a une différence nette entre l'autorisation de poursuite judiciaire et la levée des immunités. Christian, vous avez suivi notre ami François, qui apparemment il abonde dans le sens un peu différent, théorique. Il nous a amené dans plusieurs théories. D'ailleurs, vous comprenez que c'est un chercheur, il est dans les théories. Mais aujourd'hui, il a le droit de se poser des questions. Aujourd'hui, le régime de Tshisekedi, d'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui les communiqués du FCC, des communicateurs du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, qui caricature aujourd'hui Tshisekedi comme un chef de l'État dictateur, prêt à tout faire. Il suffit qu'il protège son fauteuil. Tout celui qui lève la voix doit aller à prison. Et il dénonce cette attitude du président à vouloir mettre la main. Il faut dire que la justice, les institutions de la République agissent au nom du chef de l'État. Aujourd'hui, Tshisekedi est considéré comme dictateur parce que Kabound, pour des opinions politiques, pour avoir dit non aux pratiques de l'UDPS, il doit être envoyé à prison. Je ne sais pas comment vous vous trouvez. Merci beaucoup. D'emblée, je dois dire à nos compatriotes du FCC, ils doivent être sérieux et sincères. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont chercher à devenir donneurs de leçons. Parce que les erreurs qu'ils ont commises pendant leur époque, ils ne doivent pas penser que c'est tout le monde qui doit les commettre aujourd'hui. Ils doivent se rappeler qu'un président de la République a voulu assister ou donc organiser la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle. Le FCC avait boycotté. Il y avait une présidence de l'Assemblée nationale qui était du FCC. Il y avait un président du Sénat qui était du FCC. À l'époque, il y avait certains ministres qui étaient du FCC. Là, ils n'en parlent pas. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ce débat où ils sont en train de dire que voilà, tu sais qu'il est dictateur parce que Tounaka s'avait appelé Yemei. Alors que Tshisekedi était président. Pour eux, un Yemei serait aussi très fort que Tshisekedi. Voilà pourquoi Tshisekedi ne représente rien. En un clin d'œil, je ne sais pas par quelle baguette magique, Tshisekedi devient un dictateur selon eux. Et aujourd'hui, c'est clair, vous les connaissez. Il y a beaucoup de journalistes, même parmi nous. Vous connaissez certains, je ne vais pas citer leur nom ici pour les exposer. Ils ont insulté le président Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Aujourd'hui, Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge est à l'ANER. Et pourtant, le président nous a dit qu'il va supprimer l'ANER. Jimmy Kitenge n'est pas journaliste. Tu sais qu'il n'a jamais dit qu'il va supprimer l'ANER. Il avait dit qu'il va humaniser l'ANER.
Non, mais selon les dit, informations, au début, cherchez-moi. que tous les cachots de l'ANER seront fermés. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit que tous les cachots clandestins de l'ANER. Nous sommes dans ce Corrigez pays. les choses. Il faut pas. Non, il faut pas mentir. Oui. Il a dit tous les cachots clandestins de l'ANER et non tous les cachots de l'ANER. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas prêter au chef de l'État. Ça, il n'a pas Je dit. ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez, s'il vous plaît. je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez cachot clandestin. Voilà. Alors que nous savons très bien que la mission de l'ANER, c'est prendre les renseignements et les mettre à la disposition de l'autorité. Donc selon vous, le chef de l'État aurait voulu qu'on ferme l'ANER. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce Je que ne vous dis pas insinuez. ça. J'ai dit. Il a dit ceci. Je vous Si le nous répète suivons, sur les antennes de Top Congo FM. Le président Tshisekedi, encore candidat, avait dit que la première de ses actions lorsqu'il sera président, c'est supprimer les cachots clandestins. Je précise clandestins de l'ANER. Et vous êtes non aussi, supprimer. aujourd'hui, ça n'existe pas. Je suis sûr que ça n'existe pas. C'était moi qu'il avait aussi dit qu'il va humaniser. C'est humanisé. Il paraît que Parlez-moi d'une seule personne qui a été torturée à l'ANER. il paraît qu'il n'y a pas de visite ni de la famille ni des avocats là-bas. Non, c'est faux. C'est faux. Donnez des preuves. Ou encore parlez-nous de la personne qui a été torturée à l'ANER. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ne parlons pas de l'ANER. Sur Jean-Marc Kabound. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Allez-y sur Jean-Marc. Alors, la question de Jean-Marc Kabound me pousse à faire un parallélisme ou un syllogisme entre des individus, des époques et l'actualité. Je vois Jean-Marc Kabound, je vois Franck Diongo. En 2016, si je ne me trompe pas, Franck Diongo a séquestré la garde républicaine. Encore député national. À l'époque, on disait que c'était une histoire montée de toutes pièces pour l'arrêter. Bon, je le présume, hein? Mais la réalité, selon l'information officielle. Mais c'est pour ça que Tshisekedi l'a sorti, parce qu'il a estimé aussi que c'était une histoire montée. Alors, je sais qu'il a bénéficié de la grâce présidentielle. Alors, pour rester dans mon syllogisme, Franck Diongo aurait séquestré la garde républicaine, alors député national. Il n'y a pas eu plénière pour la levée des immunités de Franck Diongo. Lorsqu'il s'agit d'une flagrance. Directement, il est allé. Lorsqu'il s'agit d'une flagrance, il faut faire la différence. Hein? Il s'agit d'une flagrance. Non, c'était une flagrance. Allez-y. Laissez Christian évoluer quand même. On va pas aller dans les. On va pas évoluer. Franck Diongo est allé à Makala. Oui. Et pendant le temps de Tshisekedi, Jean-Marc Kabound avec sa garde rapprochée, ils ont menacé la garde républicaine, qui est le corps de sécurité de Félix Tshisekedi. Il n'a jamais été interpellé. Jean-Marc Kabound n'a jamais été interpellé. Non, il a eu une expédition punitive de chez lui. Non. Ça, quand je parle de l'interpellation, ce n'est pas le fait que la garde républicaine fasse la descente chez lui pour chercher et repérer ces éléments-là de sécurité de Kabound. Mais seulement Kabound en tant que personnalité politique ou individu, il n'a jamais été inquiété pour ça. Alors, on retrouve maintenant les deux personnes dans le même contexte où Jean-Marc Kabound aujourd'hui, il fait partie, de la même façon que Franck Diongo, Jean-Marc Kabound fait partie des premières personnes ayant bénéficié de beaucoup d'avantages du pouvoir de Tshisekedi. Première personne, j'ai dit première personne. Par exemple, ces avantages. C'est pas vous qui posez la question. Regardez, tout le monde sait que Jean-Marc Kabound s'est tapé un château dans moins de 5 ans chez lui à Kingaboua. Ce sont les avantages du pouvoir de Tshisekedi. J'avance. Franck Diongo fait partie des premiers politiciens à avoir bénéficié des avantages du pouvoir de Tshisekedi. Il a bénéficié de la grâce présidentielle. Tshisekedi, selon Diongo, Tshisekedi n'a fait que réparer l'injustice. Mais Diongo, moi j'ai pitié de Franck Diongo parce que je sais qu'il est quand même souffrant. Il est souffrant, il souffre de quoi? Je sais vous êtes son médecin, apparemment. Je ne suis pas son médecin. Je sais qu'il est souffrant. Depuis qu'il a été torturé par Joseph Kabila jusqu'à ce jour, il est souffrant. Alors, quand je regarde les contextes actuels, Jean-Marc Kabound, il a fait ce qu'il avait fait à la garde républicaine. Il n'a jamais été inquiété en tant que l'individu de Jean-Marc Kabound. Alors que Franck Diongo, en son temps, il a été inquiété. Les deux ont bénéficié des avantages au premier plan du pouvoir de Tshisekedi. Et aujourd'hui, ils ont parlé presque au courant de la même semaine. Ils ont donné presque le même message. Écoutez, vous trouvez un rapprochement entre ces deux personnalités contre le pouvoir de Tshisekedi? C'est clair. Jean-Marc Kabound a les ambitions démesurées comme Hitler Adolphe, tandis que Franck Diongo est frustré et sa réaction, c'est après avoir été à Lubumbashi aux obsèques de l'ancien vice-gouverneur du Haut-Katanga.
Et c'est par là qu'il revient ici pour se dire qu'il va donner la conférence de presse de vérité. Et je peux même vous dire qu'il y a un député provincial ici de l'ensemble pour la République, celui qui était l'agent Cooper. Même la récente émission que l'autre... Attends un peu, Christian. Je vous donne des révélations. Oui, au-delà de toutes ces révélations, vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que Diongo a dit? Parce que vous voulez qu'on parle de Diongo. Je vous mets un peu de... Je suis en train de faire le parallélisme. Ces rapprochements, oui, je ne m'en conviens pas. Est-ce que dans tout ce que Diongo a dit, vous avez des éléments, des mensonges dans tout ce qu'il a dit? Dites-moi un seul élément, je vais vous dire le contraire de ce qu'il a dit. Alors, par exemple, lorsqu'il parle de les compétences. Ok, merci beaucoup. Allez-y. C'est par là que ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan. On parle de l'incompétence quand on veut, mais lorsqu'on a pris en charge tous les agents de l'État qui seront soignés gratuitement jusqu'à leur mort, c'est ça l'incompétence. Lorsqu'on a déclenché aujourd'hui la gratuité de la maternité pour toutes les femmes, c'est ça l'incompétence. Lorsqu'aujourd'hui, Tshisekedi a sillonné toutes les grandes artères construites à Kinshasa. Voilà, vous avez raison. C'est ça l'incompétence pour Franck Diongo. Quelque chose. Quand je montais vers l'émission, parfois j'ai vu une maman courir. On parle même de la jouissance. Attends, j'ai vu une maman courir et elle me dit, papa journaliste, tu ne l'as biso ko bote komi a ofele. Bon bana wana bako banda ko lianine. Très bien, c'est une très belle question. Cette maman qui devrait passer par la césarienne, payer $1,500. Les $1,500, elle ne peut pas investir dans un entrepreneuriat. C'est ça notre question. Nous voulons ce que Tshisekedi ait des marmites chez lui et on prépare alors tout le monde va manger là-bas. La question que vous donnez à cette maman, c'est que maman, monimbongo wana olinga okende ko bota na césarienne. Le rôle la peba na bazotanga ofele la gratuité. Okende osomba okende ko teka mapa. Par exemple, c'est ça la question. Par exemple, nous, on a été au village, nos grands-mères ont fait les champs. Merci Christian. Je vous reviens. Je prends Fiston, vous comprenez que c'est trop sensible. C'est trop sensible quand il s'agit de questions de la République. Jean-Marc Kabound, les amis l'ont quand même analysé. Vous avez suivi les réactions tout au long de la semaine. Kabound doit-il aller à prison pour avoir dit non au régime? Est-ce qu'il y a nécessité il y a quand même opportunité de poursuite face à Jean-Marc? Est-ce que Jean-Marc aujourd'hui a réellement offensé le président de la République? Est-ce que Tshisekedi ne rentre-t-il pas dans la logique de dictateurs comme les autres qu'on a vus aujourd'hui? Le PPRD, le FCC, le FCC parle aussi. Je lis encore le communiqué. Toute personne, tout opposant ou tout journaliste sérieux qui dresse le front contre le régime de Tshisekedi, Grami qui était moins sérieux pour n'avoir pas été inquiété, doit directement pas journaliste. Subir les dictons du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui le FCC peut encore nous donner de leçons, même si François l'a dit, on n'a pas élu Tshisekedi président pour qu'il refasse les mêmes erreurs qui ont été commises par le régime de Kabila. Écoutez Francis, moi, de nature, je suis toujours mal à l'aise quand il faut parler de la politique. Je suis habitué à parler un peu de l'économie chez nous à Géopolis. Allez-y. Voilà, nous sommes Congolais, nous sommes observateurs avertis. Nous couvrons des activités politiques. Nous suivons aussi l'actualité, vu que nous sommes à la base journalistes. Bon, cela n'est pas le débat. Aujourd'hui, il faut considérer que nous sommes en 2022 et il se trouve que nous soyons au mois de juillet. C'est-à-dire que nous avons déjà dépassé même la moitié de l'année 2022. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous tendons vers les élections. Les élections dans une démocratie, c'est les moments les plus éblouissants de la vie politique d'un État. Le plus mouvementé. Ici, moi je vais prendre ma casquette, je vais essayer de garder ma casquette de journaliste, je l'aime beaucoup. Je ne peux pas verser dans des considérations politiques ou partisanes. Donc, à partir de ce moment-là, dans le compte du pouvoir, ils doivent accepter des critiques et des ennemis qui doivent s'écrier. Retenez cette date. Tshisekedi aura plus d'opposants qu'avant.
Tshisekedi aura plus d'insultes à son encontre qu'avant. Tshisekedi fera face à beaucoup de gens par rapport au moment où il a pris le pouvoir. Parce qu'en ce moment-là, vous savez, la politique au Congo, en Afrique, tout le monde est autour de vous pour essayer un peu de tirer le jus du pouvoir. Et quand vous arrivez vers la fin du mandat, ceux qui ne se sont pas retrouvés d'ici là vont commencer à se retirer. Ceux qui avaient des ambitions cachées vont commencer à se faire manifester. Du côté de l'opposition, ils doivent aussi souffrir parce qu'en ce moment-là, le compte du pouvoir va aussi augmenter un peu la dose de la dictature. C'est la politique qu'on ne se voile pas la face. C'est la politique. Est-ce qu'il y a opportunité d'arrêter Jean-Marc Abound? D'abord, les propos que Jean-Marc Abound a tenus, mais de manière similaire, Franck Diongo l'a aussi tenu. Il a presque dit la même chose. De manière similaire, il y a des Mike Moukebaï qui l'ont repris, il y a tout le monde qui... D'ailleurs, il paraît que c'est Martin Fayoulou. C'est que le petit peuple dit tout le jour. Mais oui. Martin Fayoulou l'a aussi dit, surtout dès le lendemain de la prise du pouvoir de Félix Tshisekedi, avec des mots très forts même que Jean-Marc Abound. Mais le problème avec Jean-Marc Abound, c'est quoi? Je vous ai dit ici, je vais analyser comme journaliste qui observe, je ne vais pas prendre part. Le problème avec Jean-Marc Abound, c'est quoi? Jean-Marc Abound, c'était un prince. Jean-Marc Abound a participé à la formation même de ce pouvoir. Jean-Marc Abound a remis le pouvoir à Tshisekedi comme ça. Par quel mécanisme? Toi et moi, nous tous ici sur le plateau, on ne connaît pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur le régime. C'est quelqu'un qui a formé même la majorité pour Tshisekedi. Donc aujourd'hui, s'il tient des propos et il menace, c'est quand même de bonne loi en politique que c'est lui qui a la force, même, je peux dire même la justice entre ses mains, de pouvoir réagir et de mettre un peu de la calmie sur ce point-là. Est-ce qu'il y a opportunité d'arrêter Jean-Marc Abound? Ça, c'est à la justice d'apprécier. Fiston, je vous relance, ce sera votre dernier mot avant qu'on passe la parole à François. Il y a une certaine opinion qui pense que aujourd'hui, arrêter Jean-Marc Abound, ou bien le fait de déclencher une procédure de poursuite judiciaire contre lui, c'est les rendre célèbres, c'est les rendre grands. Non, Jean-Marc Abound a été célèbre le jour où Abound finir comme ça. Jean-Marc Abound a été célèbre le jour où il a dit non au Lamouka. Il était déjà célèbre. Jean-Marc Abound a été célèbre lorsqu'il a dit, je vais poursuivre, lorsqu'il a dit non à Mabunda avec le congrès qui devait statuer sur ce quoi-là avec des 7 millions qu'il a dénoncés. Jean-Marc Abound, le problème avec Jean-Marc Abound, c'est qu'il connaît les secrets de ce régime. Et faire ce qu'il fait là, comme un brebis galeuse, ça va déranger. Et moi je crois, s'il continue sur cette lancée, on doit, en politique, j'analyse, il va devoir, ou le pouvoir, le régime va devoir le mettre un peu en tôle pour essayer un peu d'attirer le calme. Le mettre en tôle. Donc aujourd'hui, Abound est en train de représenter un danger pour le régime. François, ça sera votre dernier mot parce que la réalisation nous fait déjà signe. Nous devons atterrir. Oui. Aujourd'hui, Tshisekedi, même logique. Je peux dire oui et en même temps non. Vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout celui qui s'élève pour dire les contraires de ce que les gens du pouvoir pensent les sont reconnus. Les sont reconnus. Non, comme disait quand même victime expiatoire. Ça veut dire quoi? Il y a des personnalités, il y a des personnes ou des personnalités auxquelles leurs arrestations ne sont pas faites de la même manière que d'autres. Il ne faut pas dire aujourd'hui, il faut relativiser. Aujourd'hui, poursuivre Fayoulou parce qu'il a dit que Tshisekedi a un bilan négatif, ça c'est un peu minimisable. Mais lorsque les autres s'élèvent pour dire Monsieur le Président ou bien les gouvernants, le chemin par lequel vous nous amenez ne pas le chemin auquel nous vous avons élus pour que vous nous ameniez, je pense qu'il y a des choses à se faire. Je reviens à ce qui concerne l'histoire de Kabound. Allez-y parce que ce sera votre dernier mot. Je dis ceci, si
on ne veut pas ouvrir la boîte à Pandore. Parce que au regard du rôle que Kabound a joué pour l'arrivée au pouvoir de l'UDPS, parce que le monsieur est en train de persister en disant qu'il a toutes les preuves, il serait mieux qu'on laisse cette affaire. Non. De laisser Kabound évoluer. Il peut évoluer dans l'opposition. Maintenant, les élections, la politique, ce sont des arguments. Le juge va dire que vous avez un bilan négatif. Vous arriverez avec votre bilan positif pour le prouver. Et vous prouvez le contraire. C'est ça la politique. Mais dire que parce qu'il a dit il y a un bilan négatif, il a injurié, tout ceci, cela, je ne dis pas que on risque d'avoir la nudité de certaines... Non, mais un président de la République, vous dites qu'un président de la République est stagiaire. Mais écoutez, quand même. Bon, écoutez. Ça, c'est quand c'est... Vous devez savoir que lorsqu'on porte la peau d'un opposant, et lorsqu'on a... Moi, j'ai dit que... On doit se permettre de tout. Non, on ne peut pas se permettre de tout. La justice va aussi faire son travail lorsqu'on se permet de tout. Je dis ceci. Il y a un problème d'acteur. Vous savez très bien que Kabound est de l'école de l'UDPS. Je dis, il est de l'école de l'UDPS. Caractérisé par quoi? Caractérisé par cette façon de dire, je ne sais pas... une brutalité langagère. Non, vous voyez, donc, si j'étais le conseiller en communication, je ne le pense, je ne cherche pas. Si j'étais le conseiller en communication de Kabound, moi je lui aurais... Je lui aurais conseillé de chercher, non pas seulement de chercher de mots, d'un discours cohérent pour dire seulement qu'il n'est plus avec le président Tshisekedi, il a changé de camp. Mais Diongo qui a appelé la population à rejeter Tshisekedi. Non, Diongo, vous voyez, ce n'est pas aussi grave que ça. Moi, je me pose la question, pourquoi Diongo n'est pas poursuivi et c'est Kabound qui est poursuivi? Parce que Kabound a parlé de jet privé. Kabound est de la marmite. Je dis, voilà pourquoi je vous dis que cette affaire, on risque d'ouvrir une boîte à Pandore. Okay. Parce que le monsieur n'est pas... Ce n'est pas n'importe qui. L'affaire est devant la justice. Je crois que Kabound va devoir fournir le preuve. Bon, c'est que... Comme il l'a dit. Lui, il dit qu'il a toutes les preuves. S'il a de preuves qui prouvent que... C'est qu'il dit que c'est tes amis à la présidence, il faut quitter des fonds, ceci, c'est là pour aller dans de... Jouir. Pour jouir, je ne sais pas moi, dans des paradis, et pour que le fonds aille dans des paradis fiscaux, je pense qu'on risque d'avoir d'autres discours, parce que l'année prochaine, c'est le moment des discours pour la campagne électorale. Christian, vous avez énuméré quand même un certain nombre de choses que le président a déjà réalisées. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser Kabound tranquille, continuer son chemin? Le président a déjà un bilan, d'après vous, le président a un bilan déjà positif. Est-ce qu'on peut laisser les opposants s'exprimer calmement? Est-ce que le président Tshisekedi a un problème particulier contre Kabound? Est-ce que Kabound représente quelque chose pour Tshisekedi? Aujourd'hui, Kabound ne représente plus pour Tshisekedi. C'est l'UDPS qui représente quelque chose, parce que vous et moi en 2015, on ne connaissait pas Kabound. C'est quand il est venu, il a trouvé les crédits de l'IDPS. Voilà pourquoi il est devenu ce qu'il est là. Et Tshisekedi, par bonne manière, par respect, il a laissé sa place parce qu'il ne pouvait pas faire l'usurpation de pouvoir. Aujourd'hui, parlez, si vous voulez parler de Kabound. C'est pas par respect. Si vous voulez parler, c'est pas un cadeau, ce sont les statuts de l'IDPS. Si vous voulez parler de Kabound, allez consulter les combattants de l'IDPS qui sont en train de chômer en dessous des bois. Ils vous diront que quel souvenir qu'ils gardent de Kabound et combien ont séché parce que Kabound... Donc tous ces combattants qui chôment, qui n'ont pas du boulot, qui n'ont pas trouvé du boulot pendant le régime de Tshisekedi, c'est à cause de Kabound. Posez-leur la question, ils vous diront que c'est ça. Mais alors, maintenant que Kabound est parti, ils ont du boulot. S'il vous plaît, Kabound est parti il y a combien de temps? Et lorsque nous parlons du bilan de Tshisekedi, c'est que Kabound le dit, mais le bilan de Félix Tshisekedi, il le partage jusqu'alors avec Jean-Marc Kabound pendant ces 3 ans. Ouais. Parce que Kabound il est aussi comptable. Kabound a été le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Kabound a été éjecté du bureau de l'Assemblée nationale et il était retourné. C'est parce qu'il y avait un plan qui était proposé à Tshisekedi. Il y avait 3 plans. Le plan, soit il fallait recomposer avec FCC bis, ou encore le plan de dissoudre le Parlement, soit le plan de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'était le plan qui a été proposé, selon mes sources, par Jean-Marc Kabound. Mais tu sais qu'il dit, tellement qu'il faisait confiance à Kabound, il a accepté et Kabound est redevenu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, tout ça, pour nommer les ministres, les DG,
Kabound avait un mot. Il y a des gens qui l'ont proposé. Il est resté à la cité de l'Union africaine longtemps, jusqu'à la nuit, jusqu'à tard, pour que certains ministres de l'IDPS passent par lui. Je vous dis aujourd'hui que si Gilbert Kankonde n'était pas reconnu au gouvernement Sama Lukonde, c'est parce que Kabound ne voulait pas de lui. Ah, ça c'est une révélation. C'est une révélation. Ça veut dire que... Capturez cette partie, enregistrez. C'est ce que je me dis. Alors lui-même, là, écoutez. Est-ce qu'on peut aller calmement? Allons-y. Il y a des choses. Je me dis, Kabound avait quelle force pour arriver à imposer au chef de l'État des choses? Non, il n'a pas imposé. Seulement. Mais je me rappelle, des fois, Kabound disait toujours, j'ai rappelé le président à l'ordre. Non, mais lorsque quelqu'un vous dit, c'est quand même un président. Lorsqu'un individu vous dit que j'ai rappelé le président à l'ordre. Mais ça veut dire qu'il représentait une force. Non, ça prouve à suffisance que pour lui, il prenait le président pour son ami. Or que le président n'a pas d'amis. Le président ne sera jamais notre ami. Il ne sera jamais ami à Kabound. Et c'est que Kabound a ignoré. Cette révélation de Kankonde, vous avez dit que si Kankonde n'est pas... Je vous l'ai dit, je persiste. Si Kankonde n'est pas reconnu au gouvernement de Sama Lukonde, c'est à cause de Kabound. Mais je me dis... C'est parce qu'il voulait que Kankonde puisse se posterner devant lui. Mais écoutez, mais c'est quand même le président de la République qui décide, non? C'est à lui le dernier. Non, mais pour les listes de l'IDPS, ça devrait transiter par Kabound. Non, mais le président fait confiance à Kabound. Le président fait confiance à Kabound. Qu'il ait un dernier mot ou pas, donc, dans tous les états-majors. Je comprends pourquoi l'UDPS est aujourd'hui agité, parce que Kabound parle. Non, l'UDPS n'est pas agité. S'il vous plaît, s'il y aurait des agitations au sein de l'UDPS, vous aurez pu voir des fractions au sein de l'UDPS pour suivre Kabound. Vous n'aurez qu'à voir les 20 badauds qui l'ont accompagné sur le boulevard du 30. Les 20 badauds. Oui, et d'ailleurs, il a décidé de parquer sa Jeep en plein boulevard. Vous empruntez un peu le langage de Lambert Mende à l'époque. La mère Mène, c'est un célèbre communicateur du pays, on ne va pas les nier. Allez-y. S'il les parle mieux, pourquoi ne pas emprunter ses verbes, ses vocables? Donc, je crois que aujourd'hui, si Jean-Marc Kabound se tape les dos pour dire que voilà, Tshisekedi n'a rien fait pendant ces 3 ans, moi je vais faire mieux. Il doit dire que moi et Tshisekedi, on n'a rien fait. Par contre, Tshisekedi a manifesté sa bonne foi, mais Kabound voulait jouer le rôle de Thomas Sankara, donc plutôt de Blaise Compaoré, qui a lutté avec Thomas Sankara, mais pour poignarder son frère en dernière minute. Malheureusement pour Kabound, merci beaucoup. Cette émission est à sa fin. Kabound a exécuté la pression. Kabound a exécuté la pression des combattants qui se sont levés pour dire à Tshisekedi de ne pas accepter qu'il Fayoulou soit candidat quand même. Merci. Et d'ailleurs, s'il faut revenir pour lui, il faut vous dire que s'il faut revenir sur lui, il faut vous dire que au Kasaï, il n'existe pas de nom qui se termine avec les consonnes. Vous n'avez jamais dit ça pendant que j'étais avec vous. Vous ne l'avez jamais dit pendant qu'il était avec vous. Pendant qu'il insultait Kabila, vous ne l'avez jamais dit. Pourquoi on appelle ça révélation? Non, vous n'avez jamais dit ça. Vous ne m'avez jamais invité à cette époque-là. Si vous m'aviez invité à cette époque, j'aurais dû dire cela. Vous comprenez? C'est pourquoi j'appelle ça révélation. Merci Christian. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci de rester fidèles à ces rendez-vous de week-end. Chaque samedi à 16h, Congo Presse, CML13 Télévision vous offre l'opportunité, l'occasion d'avoir une idée nette sur l'actualité de la semaine. Merci à Fiston Leko de nous avoir fait honneur d'être là. Merci beaucoup. Merci. Les portes de CML13 vous sont totalement ouvertes. Ah oui, ça sera maintenant une habitude pour moi. Merci à François Lokola. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Congo Presse. Merci Francis, merci à tous nos téléspectateurs. Christian Nyamab, merci. C'est votre deuxième participation à Congo Presse. Merci de nous avoir fait honneur. Je suis très ravi et je serai toujours disponible, même s'il restait 5 minutes pour parvenir à intervenir. Je prendrai même une moto rapidement pour répondre à votre invitation avec beaucoup d'honneur. Merci beaucoup. Merci à Kabouya, merci à John qui ont réalisé cette émission. Merci à vous de nous avoir fait confiance. Merci et bonne fête exceptionnellement à mon église, l'église Fepako Nzambe Malam qui fête ses 55 ans d'existence. Bonne fête à vous, merci et bon week-end à vous tous qui nous avez suivis. On se voit la semaine prochaine avec un nouveau numéro et de nouveaux invités. Merci, bonne soirée chez vous.